savez que dans les siècles passés, il y a une image, un cliché qui s'est ancré peu à peu dans l'imaginaire occidental, qui est celui de la tribu cannibale, bestiale, dangereuse pour l'homme blanc et qui vit dans la nature sauvage. Je suis même persuadé que quand vous pensez à ce que je viens de vous dire, vous avez tout de suite l'image d'un chaudron duquel dépassent quelques membres humains qui cuisent dans un bouillon, avec une tribu qui se réunit autour. Oui, C'est le cas. c'est très drôle. Cette vision, elle est Il si manque récurrente. juste les œufs, les os dans le nez, tu sais. Ouais, c'est ça, exactement, Ouais. les os dans le nez, voilà. Cette vision, elle est si récurrente qu'il me semblait intéressant de voir avec vous d'où elle provient, de voir si il y a une part de réalité derrière et surtout aussi quelle est la part de fantasme. Donc pour ça, en fait, on va encore voyager et démonter quelques idées reçues. Donc comme Yes. tu l'as si bien dit Marc et comme l'a introduit Jules, on va encore retourner outre-Atlantique pour un petit voyage et cette fois nous allons partir ensemble à la découverte de la culture Tupi-Guarani qui vivait sur la côte brésilienne à la période du contact, donc c'est-à-dire à l'arrivée des Européens, 15e, 16e siècle, pas les Vikings, et qui a peu à peu perdu ses terres et sa population du coup à la cause de la colonisation. Donc, on revient toujours au même souci avec les populations locales. On va plus précisément parler des Tupinamba, qui est un peuple dont on a pas mal de témoignages et dont le nom signifie dans leur langue le peuple ancestral. Alors ce qui est fascinant avec les Tupinamba, c'est le rapport en fait qu'ils ont entretenu avec les Européens, parce que c'est là en fait que vont venir de très très nombreux témoignages. Malgré leur mode de vie qui est en totale contradiction avec ceux des Occidentaux de l'époque, on va y revenir plus tard, vous inquiétez pas, beaucoup d'humanistes, écrivains et voyageurs du XVIe siècle se sont intéressés à eux en livrant des écrits qui ont eu une valeur quasi ethnographique, ce qui est suffisamment rare et précieux pour être souligné, étant donné que l'ethnologie et l'ethnographie, c'est une discipline qui ne remonte qu'au XIXe siècle. Alors ces récits sont très très intéressants. Michel de Montaigne, par exemple, dans son texte au titre volontairement racoleur Des cannibales, il va pas dénoncer en fait des sauvages en les comparant aux civilisations européennes, mais il va plutôt témoigner d'un réel intérêt qui va s'articuler autour de visions philosophiques sur cet autre qui vit à l'état de nature et dont on peut apprendre quelque chose et qui sert à bien des égards à voir les travers de notre propre société. On peut aussi citer André Tevet, qui est un moine catholique, et un voyageur qui avait été au service de François Ier, qui va user de parallèles avec les civilisations antiques gréco-romaines pour décrire ces tribus parmi lesquelles il a lui-même vécu, et il va rapporter des traditions, des coutumes, des pratiques de ces peuples, et il va consigner aussi leur connaissance des plantes et de la médecine. En fait, chaque auteur qui a été en contact avec ces tribus en a profité pour enrichir nos connaissances à ce sujet dès le XVIe siècle. Voilà, on pourrait s'arrêter là pour cette introduction et je pourrais commencer à vous parler plus en détail des Tupinamba, mais je vais ajouter un élément pour renforcer encore plus ce décalage, cette dichotomie entre ces deux mondes, des deux côtés de l'Atlantique, pour bien comprendre l'originalité de la démarche de l'époque. Voilà, il est temps de le dire, les Tupinamba sont un peuple guerrier qui vit en conflit permanent, le meurtre y est ritualisé et il pratique l'anthropophagie. Oh. Donc nous sommes donc au XVIe siècle sur la côte du Brésil, sur un territoire qui va de l'embouchure de l'Amazone au sud de Sao Paulo, donc une bande de terre qui est quand même très très importante. Les Ouais. Tupinamba, ils sont issus d'un groupe linguistique plus large, les indigènes de langue Tupi et ceux de langue Guarani, que l'on retrouve partout dans cette région. Donc toutes ces tribus, elles vivent dans des villages, elles pratiquent l'agriculture, cultivent le manioc, le maïs, la patate douce et l'arachide. Mais ces terres, en fait, elles sont pas très propices à une agriculture intensive et ça va pousser les populations, en fait, à déplacer leurs villages régulièrement et, en fait, à entrer en conflit avec leurs voisins. En complément, du coup, ils vont pratiquer aussi la chasse, la pêche et la cueillette. Ils connaissent la poterie, la vannerie, utilisent le coton pour produire des hamacs ou des ornements. Et ils utilisent aussi des outils en cuivre natif ou en pierre polie, et un armement varié porté sur l'usage de l'arc, mais aussi le javelot, la massue et parfois des boucliers. Donc les villages en fait dans lesquels ils vivent, ils comportent entre 500 et 750 individus, donc c'est quand même des structures assez importantes, composées de grandes maisons disposées en cercle pouvant abriter plusieurs familles. Les villages sont protégés par des palissades et parfois des douves pour contenir les attaques. Au centre, en fait, on a une place commune qui sert pour les cérémonies, les événements et les réceptions. Là aussi, on va parler un peu plus en détail de tout ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les tribus Tupi, elles sont patrilinéaires. Alors Tupi, c'est écrit T-U-P-I, je précise juste pour le moment, Ok, d'accord. vu que j'avais pas précisé avant. Donc c'est des tribus qui sont patrilinéaires. Chaque maison est sous la supervision d'un vieil homme qui représente une ou plusieurs familles, et le village dans son ensemble est dirigé par un chef.
Ceux qui ont le pouvoir, ils sont répartis en 2 groupes. On a d'une part les guerriers et d'autre part les pagés, c'est-à-dire des guérisseurs, devins, détenteurs du pouvoir religieux et garants des bonnes pratiques rituelles, donc l'équivalent des chamans. Et vous savez à quel point j'aime ce terme. D'ailleurs, je vais me permettre encore d'ouvrir une petite parenthèse à ce sujet. Alors, puisqu'on Parce parle des chamans, C'est ça. Parce que voilà, je l'encourage encore une fois un peu à dépasser ce terme qui, je trouve, alors après je suis pas anthropologue et j'adorerais pouvoir en parler, mais c'est vrai que je trouve ce terme un peu englobant, un peu syncrétique. Il a Oui. été certes très utile lors du développement de l'anthropologie moderne. Je pense notamment par exemple à Leroy-Gourhan et ses travaux, notamment sur l'art pariétal. Ça a permis de remettre en question pas mal de choses et d'apporter des nouvelles informations. Mais tout ça, ça reste une construction qui est occidentale et qui, si elle facilite une représentation d'un tel rôle dans une société traditionnelle ou tribale, donne forcément un peu une image faussée et universelle d'une pratique qui est pourtant propre à chacune de ces sociétés. Bien sûr. C'est pour ça, je pense qu'à notre époque, on est quand même au XXIe siècle, on a tous plus ou moins intégré le concept de chamanisme. On peut aisément le dépasser en usant à la place des termes qui ont été utilisés par les cultures concernées. Mhm. Voilà. Et alors pour sachant faire- que, Oui, excuse-moi, j'ai une question par rapport au chaman. Est-ce qu'il y a une culture où le terme chaman est Utilisé. reconnu, identifié, accepté, genre les chamans ça correspond à une culture, à un peuple, une civilisation, une époque en particulier, ou c'est un terme fourre-tout qui vient un peu d'on sait pas où C'est pas si Alors non, sibérien. en fait, c'est ça. En fait, ça correspond aux tribus sibériennes. Et Ah ça a oui, été... je vais te demander si ça avait un quelconque rapport avec la Sibérie, les Mongols ou pas, parce que je sais qu'on parle d'un culte chamanique pour C'est exactement ça. les Mongols alors que je dis pas de conneries, du 11e siècle, 12e. Bon, même dans les époques plus contemporaines, au XXe siècle, où tu as encore des tribus qui vivent un peu reculées, par exemple dans la Sibérie, il y a encore il y a encore des chamans qui pratiquent. Mais du coup, voilà, ça, comme tu disais, ouais, ça correspond à une culture, un temps donné. Et c'est vrai que D'accord. le fait de l'utiliser pour parler d'autres peuples à d'autres périodes et pour des croyances ou des pratiques qui n'ont pas forcément de rapport, c'est vrai que c'est un peu dommage. Du coup, voilà, dans ma chronique, j'avais fait un parallèle vraiment très douteux. D'ailleurs, j'ai mis entre parenthèses parallèle douteux. C'était un peu comme si on appelait prêtre l'officiant du culte, quelle que soit la religion, hein. Par exemple, à la place de pasteur, imam, rabbin, etc. Oui. Voilà, je vous laisse juger des conséquences que ça pourrait avoir dans notre société. Quelques guerres, quoi, peut-être seulement. C'est clair. Ouais, c'est ça. Voilà, je referme cette parenthèse chamanique et on retourne au Brésil. D'ailleurs, vu qu'on est sur la religion, on va parler un peu de celle qui est commune au peuple Tupi. En fait, elle y inclut des êtres surnaturels, des démons, des esprits de la nature et des sortes de héros et de prophètes. En fait, les peuples Tupi, ils ont migré de nombreuses fois pendant leur histoire. On pense qu'ils sont originaires de l'Amazonie, en se basant sur le mythe de la Terre sans mal, qui est une terre légendaire où le héros à la base de la civilisation s'est retiré après avoir créé le monde. Cet endroit y garantit l'immortalité, la sérénité, une sorte de paradis terrestre que les esprits des pagés et des guerriers atteignent après leur mort. La Terre sans mal, c'est une sorte de refuge aux toupies à la fin du monde qui est provoqué par des cataclysmes de manière cyclique. Il est d'ailleurs très intéressant de remarquer que ces légendes sont antérieures à l'arrivée des Européens et donc non influencées par le christianisme malgré les rapprochements que l'on serait tenté d'en faire. Et d'ailleurs, si on regarde dans le détail, on voit que ça n'a pas grand-chose à voir. Ok, donc c'est vrai, ça a quand même pas grand chose à voir du coup. Oui, voilà. Ok, C'est juste histoire que nos auditeurs ne partent pas avec des aliens en tête ou ce genre de choses. C'est ça. C'est ça. Mais quelque part, ça a facilité en fait la christianisation de ces peuples Oui, du coup, ouais. à une époque. Voilà. Enfin, c'est pas le sujet Ok. du tout de la Oui, chronique. pardon, je... Mais c'est clair. Donc les Tupinambas, c'est un des groupes principaux des Tupis, avec lesquels ils partagent toutes les caractéristiques communes que j'ai citées précédemment. Et ils se reconnaissent à leur ornement de couleurs vives, des diadèmes, des bonnets et des manteaux faits de coton et de plumes d'ibis rouges. Donc c'est des trucs qui sont assez beaux. Il me semble qu'il y en a qui sont encore conservés au musée du Quai Branly actuellement. Donc comme leurs voisins, ils vivaient dans un état de guerre quasi permanente. Donc bien sûr, il pouvait y avoir des villages alliés, mais tous avaient des ennemis et des adversaires. Ils combattaient aussi bien sur terre que sur les côtes ou les fleuves grâce à d'immenses pirogues qui pouvaient embarquer des dizaines de guerriers. Pendant les combats, on se bat traditionnellement d'abord à l'arc, à distance, puis les deux camps en fait ils se précipitent au corps à corps pour chercher à désarmer leur adversaire. Parce que la guerre, elle sert avant tout à se procurer des prisonniers.
D'ailleurs, chaque guerrier emporte avec lui des cordes prévues à cet effet qu'il enroule autour de son corps pendant la bataille et qu'il déploie pour capturer un ennemi une fois qu'il est désarmé et maîtrisé. Et comme vous le savez, si vous suivez mes petites histoires sur cette chaîne, il est rarement bon d'être prisonnier de peuples natifs d'Amérique. Je vous renvoie vers ma chronique sur les tribus iroquoises, qui réservait également un sort, on va dire, un peu particulier à leurs prisonniers. Donc, Ouais, chez c'est-à-dire les que l'esclavage, c'est pour les tapettes, quoi, à côté, on est d'accord. Voilà. C'est quand même très moché. Ouais, mais c'est vrai qu'à chaque fois, il y a des... Mais bon, ça fait partie de leur culture, donc c'est plutôt bien de voir. Ah non, mais ça. on ne juge pas, on ne juge pas. C'est clair, non, c'est clair. Bon, on a fait des trucs trash aussi en Europe. Hein, donc bon. Ouais, bah oui, non, c'est sûr. Donc chez les Tupinamba, il est même nécessaire pour un jeune homme prétendant se marier, une sorte de rite de passage, qui est de ramener un prisonnier au village pour démontrer sa bravoure. Mais ce n'est pas tout, car une fois capturé, la victime doit également être mise à mort. Et pour les Tupinamba, un homme qui ne répand pas le sang, c'est un faible, un lâche ou un paresseux. La guerre, elle est donc au centre de la structure même de toute la société. Elle va servir au rite commun et elle est un moyen d'acquérir du prestige et du pouvoir. Donc il y a une grande cérémonie qui rassemble tout le village qui est réalisée lorsqu'un prisonnier doit être exécuté. Les femmes préparent à manger, les hommes boivent et jouent de la musique, et tout le monde est invité à prendre part à un grand repas, y compris les hôtes de passage. Tout le monde mis à part une personne, l'homme qui est à l'origine du meurtre qui va arriver. En fait, le plat principal au menu, à ce stade, je pense que vous l'avez deviné, c'est... Les Je vous laisse patates. répondre. Le prisonnier, Exactement. C'est ça. Alors, Yes. c'est d'abord un voyageur allemand, Hans Staden, qui permet le premier de faire connaître ses pratiques au grand public européen en 1557. Donc on va remettre un peu de contexte pour bien comprendre ce qu'il se passe sur la côte brésilienne à cette époque. Donc le Brésil, il est découvert un peu plus tard que les Bahamas, les Caraïbes, etc., vu qu'il a été découvert en 1500 par les Portugais. Rapidement revendiqué par le Portugal, dont l'Espagne lui accorde l'exploitation, il attire la convoitise d'un autre royaume, la France. Jusqu'aux années 1540, des comptoirs portugais sont implantés, ce qui va déclencher des migrations chez les Tupis. Et peu à peu, avec une apogée dans les années 1550, ce sont les Français qui commencent à créer des comptoirs, et une vive tension éclate alors entre la France et le Portugal jusqu'aux années 1570 environ, où les Français vont être définitivement chassés. La présence portugaise, elle joue un rôle très important puisqu'elle va permettre un rapprochement de circonstances entre les Tupinamba et les Français. L'état de guerre quotidien dans cette région a grandement facilité les alliances militaires, mais on va voir que ça va aller bien au-delà. Hans Schaden, notre voyageur allemand donc, il est le premier chroniqueur à écrire tout un ouvrage consacré aux Tupinamba. Alors le nom de l'ouvrage, je vais pas le dire parce qu'il est extrêmement long et il est en allemand. Il a été traduit en français par Nu, féroce et anthropophage. Mais sinon, le titre allemand fait bien 4 lignes, voilà. Donc Staden, il dépend du royaume du Portugal, et son histoire, eh bien, en fait, elle est digne d'un vrai roman d'aventure. En 1550, son navire il fait naufrage et il est fait prisonnier d'un village. En fait, il va prendre des notes de tout ce qu'il voit et vit au quotidien. Il écrit qu'il s'attendait à être mis à mort, mais que le chef voulait le laisser en vie pour pouvoir célébrer une fête avec tout le village, au cours de laquelle il serait mangé. Il évite de justesse le sort que lui réservait la tribu. Alors les sources, elles sont assez peu claires à ce sujet. Selon Staden lui-même, en fait, c'est parce qu'il est parvenu à démontrer qu'il avait un pouvoir de divination et du coup, il fut perçu comme un devin ou un prophète. Mais il y a d'autres chroniqueurs et historiens plus tard qui diront que c'est parce qu'il avait tellement peur de finir en repas qu'il pleurait et donc qu'il a été perçu comme un lâche et un faible et qui ne méritait du coup pas d'être honoré par un festin. Dans tous les cas, il a fini par se faire plus ou moins apprécier de la tribu et qu'il a adopté et avec laquelle il est resté plusieurs mois parce qu'au total, il a vécu 9 mois dans ce village. Donc il a participé à des rituels de mise à mort, des pratiques anthropophages, en notant que les Tupinamba ne manquaient pas de nourriture, mais que c'était la haine et la vengeance qui les poussaient à manger leurs ennemis. Il raconte que les prisonniers étaient ramenés au camp après le combat pour devenir des esclaves. Avoir plusieurs esclaves était un symbole de prestige parce que cela montre le nombre d'adversaires que l'on est parvenu à soumettre et permet de réaliser régulièrement des sacrifices qui profitent à toute la communauté. Les esclaves ils peuvent rester très longtemps captifs à travailler avant d'être mangés, jusqu'à plusieurs mois, voire plusieurs années. On a des prisonniers qui ont même attendu jusqu'à 15 ou 20 ans avant d'être mangés. En fait, dans cet intervalle de temps, ils ont le temps d'être intégrés totalement à la tribu.
Ils ont eu le temps de se marier, d'avoir des enfants qui ont à leur tour rejoint le village, mais ils finissent toujours, eux et leurs enfants, par se faire manger un jour. Ah, mais leurs Ah, leurs enfants aussi. enfants aussi. Et leurs enfants aussi, ouais. Ah ouais, merde. mais Waouh. Ouais, donc tout ça What pour ça, quoi. C'est ça. Putain, ça Alors, veut dire à 15 ans, on te dit ouais, mais désolé, en fait, t'as toujours été là pour ça, quoi. oui, ouais. Enfin, j'ai t'as du toujours- pain de burger, j'ai des tomates, enfin voilà, quoi. À un moment donné, il faut y aller, quoi. Non mais c'est Putain. complètement de l'élevage humain. C'est de l'élevage humain, ouais, c'est ça. Ouais. Alors, il y a des chroniqueurs qui disaient que ouais, c'était un peu pour permettre d'engraisser les prisonniers. Après, ça a été plus ou moins repris, plus ou moins démenti par d'autres chroniqueurs, etc. Mais c'est vrai que du coup, voilà, ils ont le temps de vraiment faire partie de la vie du village et de la communauté. Et ils D'ailleurs, avaient là, pas de bah, problème de santé, je veux dire, pour- excuse-moi, mais. alors si, en fait, s'il y avait des gens qui étaient malades, ben, ils se faisaient pas manger. Ils mouraient, mais ils se faisaient pas manger. Mais je veux dire, tu sais, les gens qui Le les consommaient, cannibalisme, parce que ouais. je crois que la consommation de viande humaine, c'est très bon remarque, pour c'est la peut-être à santé. haute dose de ce que tu dis, ils le font peut-être que occasionnellement. Alors, Mais c'est une info que j'ai cherchée, mais je t'avoue qu'en fait, les Tupinamba, bon, je spoil un peu, mais ils ont peu à peu, voilà, leur population a peu à peu décru avec la colonisation. Donc, Ok. je pense pas qu'on ait de données plus que ce qui a été rapporté par les chroniqueurs de l'époque là-dessus, malheureusement. Donc on revient voilà, sur le fait de manger le prisonnier et ses enfants. J'ajouterai juste quelque chose, que la mère, en fait, elle avait le privilège d'être la première à recevoir la chair de ses enfants. bah, c'est Ah, super. Yes, putain. Alors, Ça si- c'est ton fils, on en a fait un ça, c'est burger. trash. C'est vraiment trash. Alors c'est un peu trash. Tout à l'heure, je ferai quand même un Moi petit qui- disclaimer, je mettrai une petite balise Ouais. si Quand vous n'avez même. pas envie d'écouter la suite. Voilà, donc ça, Oh. si les enfants sont des garçons, c'est la situation qui arrive tout le temps. Si jamais c'était des filles, ces enfants, elles avaient une petite chance d'être épargnées quand même. Lorsque la date d'un sacrifice est décidée, en fait, la tribu va envoyer des invitations à tous les membres du village et aussi aux villages alliés. En attendant, en fait, les hommes de la tribu vont tresser une corde qui va servir à attacher la victime pendant son exécution. Et ce travail pouvait durer jusqu'à plus d'un an avant de créer cet objet. En fait, cette corde, elle est tellement précieuse qu'elle fait l'objet d'un culte particulier lié à la religion Tupinamba, tout comme la massue qui sert à tuer, qui est considérée comme une sorte d'esprit. Et d'ailleurs, il y a aussi une massue du XVIe siècle conservée au musée du Quai Branly. Et là, j'étais deg quand j'ai appris ça parce que j'y étais cet été et j'ai Ah pas ouais fait attention. Ah merde. Donc il va falloir que j'y retourne pour voir ça. La prochaine fois que j'irai, je la regarderai alors. Ouais, je pense que ça peut être vraiment chouette. Alors, les préparatifs pour organiser le festin et la fête qui en découle durent plusieurs jours, 4 ou 5 selon les chroniqueurs. Ils sont rythmés de danses, de chants et de diverses cérémonies festives où coule le kawin, qui est une boisson à base de manioc et de maïs fermenté, légère mais consommée en très grande quantité. Donc c'est un peu l'équivalent, je sais pas, du cidre. Genre le cidre c'est un peu léger, mais si vous en buvez beaucoup, on finit par un peu être bourré. Et c'est un peu ce qui se passe selon les chroniqueurs qui ont participé à ces rituels. Donc c'est voilà, ils appellent ça des beuveries. Hein. Le futur sacrifié, pendant cette période de temps, il va même disposer d'un moment où il va être totalement libre de faire ce qu'il souhaite. Vraiment, il a plus de... Personne ne le surveille, il peut faire ce qu'il veut. Mais attention, parce qu'en fait, il faut garder en tête que fuir, c'est même pas envisageable dans cette culture. En fait, c'est considéré comme un tel déshonneur que le prisonnier sait très bien que le même sort, voire pire, l'attend si jamais il rejoint son village d'origine. D'ailleurs, il y a même une mise en scène de sa fuite qui fait partie de ce rituel. Et il est considéré comme une preuve de vaillance de rattraper le prisonnier à ce moment-là ou de parvenir à l'entraver. Donc voilà, c'est ici que Yes. je vais poser mon petit disclaimer, parce que ce qui va suivre est relaté par Staden et d'autres chroniqueurs, mais peut heurter ou choquer votre sensibilité, puisqu'on va entrer dans le détail de la pratique rituelle de l'anthropophagie. Donc Yes. Marc vous mettra un petit timecode pour la suite, Les si âmes jamais vous sensibles. voulez passer ce passage. Alors, posez votre andouillette. C'est exactement ça, Si vous ne êtes en train mangez de pas. manger, arrêtez de manger, ouais, c'est clair. Alors si vous n'avez pas envie d'entendre des descriptions assez imagées de personnes en train d'être cuisinées par d'autres personnes, eh bien moi je vous invite à vous rendre au timecode suivant, à savoir 45 minutes et 51 secondes. Donc le prisonnier ou esclave, il est emmené sur la place du village, sur laquelle un grand feu est allumé face à lui.
Le chef de la tribu s'empare de la massue décorée de plumes et de cordons et la remet au bourreau, qui est un homme spécialement choisi pour cette occasion et qui est paré de ses plus beaux ornements. Alors c'est un honneur de se faire exécuter par un grand guerrier, mais ça l'est beaucoup moins lorsque le bourreau est jeune ou inexpérimenté au combat. Et d'ailleurs, il est courant pour les membres influents de la tribu d'assigner leur fils à cette tâche. Donc c'est un côté un peu humiliant parfois pour le prisonnier. Ouais. Dans tous les cas, il est exécuté d'un coup de massue sur la nuque ou sur le crâne, non sans avoir quand même essayé de l'éviter ou de s'emparer de l'arme avant, ce qui pouvait quand même occasionner une lutte assez longue. Et je rappelle qu'il est quand même attaché par une corde, encore à ce moment-là, le prisonnier. Pour finir, un coup unique est porté, un coup suffisamment puissant pour briser le crâne. Alors à ce moment-là, il y a les femmes de la tribu qui s'emparent du corps pour recueillir le sang et la cervelle, pour pouvoir les boire tant qu'elles sont encore un peu chaudes. Et puis, elles vont ensuite traîner le corps près du feu, gratter la peau pour enlever les premières couches de l'épiderme et mettre un bâton dans le derrière du corps pour qu'il se maintienne en place. Une fois la peau enlevée, les hommes de la tribu coupent les bras et les jambes qui sont repris par 4 femmes qui se mettent à courir avec dans tout le village en poussant de grands cris de joie. Les enfants sont alors invités à venir dérouler les intestins et le corps est ensuite ouvert par le dos pour pouvoir partager les morceaux. Et les plus délicats sont réservés aux invités d'honneur, les représentants des tribus alliées. Si la victime avait une femme, elle est donc la première à se servir, et les autres femmes, elles prennent les entrailles, en font un bouillon qu'elles partagent avec les adolescents. Elles ont également droit à d'autres parties du corps, comme le bout des doigts, la chair de la tête, la cervelle, la langue et les organes génitaux. Les enfants, eux, ils ont droit que au reste, mais ils doivent quand même toucher le cadavre et se barbouiller les mains de sang pour apprendre la haine de leur ennemi. Les bébés aussi avaient droit à du sang. En fait, leur mère, elle s'en maculait les tétons pour espérer que leurs fils deviennent de cette manière plus tard de grands guerriers. Donc Hans Staden, à ce stade, et on peut le comprendre, il finit par s'enfuir du village. Et plus tard, d'autres voyageurs vont corroborer ces observations. En 1557, il publie ces histoires qui vont vite faire le tour de l'Europe. Son livre, c'est un succès international, un vrai best-seller. Mais malgré ce travail minutieux, à l'avant-garde de l'ethnographie, l'image du sauvage cannibale, elle était née dans l'esprit du grand public. Elle allait, à partir de là, marquer l'imaginaire occidental pour les siècles à venir. C'est même Hans Staden lui-même qui, en illustrant son livre, gravera pour la première fois l'image de la tribu qui se réunit autour d'un chaudron sur le feu avec des membres humains en train d'être cuisinés. C'est le précurseur finalement. Mais rester sur l'insolite, l'exotique, sur une image de cannibale sans pitié, c'est réducteur. Montaigne, il en convient dès les années 1550. Fervent humaniste, il écrit sur l'art, la poésie, le mode de vie des Tupinamba dans sa globalité. Par les humanistes, qu'ils soient catholiques, protestants ou pas, les savants et plus tard les chercheurs en anthropologie, en fait le cliché il est combattu quasiment dès son apparition jusqu'à nos jours où on dispose de connaissances plus fines sur les pratiques anthropophages tribales. D'ailleurs le dernier article que j'ai lu datait de l'an dernier, donc c'est encore un sujet qui fait parler de lui et dont il y a encore des choses à dire, donc c'est super passionnant. Donc voilà, je vais pas trop m'avancer sur ce sujet, étant donné que j'aimerais qu'on reste sur les Tupinamba eux-mêmes, mais on va simplement faire une distinction en anthropologie entre le cannibalisme, qui est le fait de manger un membre de son espèce, et qui peut concerner du coup d'autres espèces que l'être humain, et l'anthropophagie, qui est une pratique cannibale ritualisée et structurante dans une société donnée. Chez les Tupinamba, outre le rituel que l'on a vu précédemment, il existe d'autres formes d'anthropophagie. Par exemple, lors des batailles, les morts sont dépecés et cuits et mangés sur place ou alors ramenés en encas au village. S'il y a des blessures trop graves, on exécute les personnes blessées et leur corps subit le même sort. Et si des femmes ou des enfants sont tués, là en fait on va juste prendre leurs organes génitaux qui sont coupés, fumés et séchés, puis mangés par les femmes de la tribu lors des grandes occasions. Une fois que la victime est décédée, voilà, quelle que soit la forme de rituel par laquelle elle est passée, en fait les os sont conservés, le crâne est planté sur un piquet en face de la hutte du vainqueur, et avec les dents on fait des colliers, et avec les tibias on va faire des flûtes ou des sifflets. Donc c'est une preuve de vaillance et une marque de prestige de porter autour du cou de longs colliers de dents humaines, et d'avoir un grand nombre de têtes sur des pics autour de sa maison. Pour échapper aux esprits, l'exécuteur y recevait aussi un nouveau nom. Donc il va changer son nom de naissance, puis ajouter un nouveau nom à chaque fois qu'il tue. Et en fait, certains ont pu avoir comme ça des centaines de noms. Ah ouais, Donc, quand même. ça devait être un peu compliqué s'il Je pense qu'au faisait bout d'un moment, pour l'appel. se retrouver. Ouais. Ah ouais.
Donc l'exécuteur était aussi dépossédé de tous ses biens par les autres membres du village afin de symboliser une sorte de nouvelle naissance. Il lui était d'ailleurs interdit de manger de la chair humaine ou animale pendant 1 mois et devait opérer un deuil symbolique qui donnait lieu à une nouvelle fête à la fin. Et la conclusion de ce rite, c'était une scarification rituelle montrant que le guerrier était venu à bout d'un ennemi. Donc il était donc possible d'estimer visuellement le courage d'un individu au nombre de marques qu'il portait sur son corps. Un homme ayant accompli ce rite de passage devenait donc un abaété, c'est-à-dire un homme véritable. Plus il tuait d'ennemis, plus il était considéré dans le village. Il pouvait alors devenir un chef d'expédition lors des guerres, et jusqu'à chef de village s'il avait un grand nombre d'exécutions rituelles à son actif. Donc comme on l'a vu, manger son adversaire, c'est une pratique centrale de la culture Tupinamba. Le rite sert à la fois à s'approprier la force et la vigueur d'un ennemi, qui pourrait expliquer d'ailleurs, comme le montrent les chroniqueurs, que les vieillards apprécient particulièrement cette cérémonie et se ruent sur la nourriture, et aussi de montrer sa supériorité sur des adversaires qui sont considérés ni plus ni moins comme de la nourriture. Donc voilà, on a un peu ces deux aspects qui reviennent. Donc pour justifier cet état de haine permanent, la mythologie Tupinamba explique que dans les temps passés, je cite, ouvrez les guillemets, une vieille femme avait un fils unique qui fut tué par ses ennemis. Peu après, dans la suite de la guerre, le meurtrier fut fait prisonnier et conduit en présence de la vieille. Celle-ci, par vengeance, se rua sur lui comme une chienne enragée et le mordit à l'épaule. Le prisonnier réussit à s'enfuir et rentré chez lui, il montra son épaule déchirée et raconta que ses ennemis avaient commencé à le manger vivant. Alors ils se mirent à manger pour de bon les ennemis qu'ils faisaient prisonniers, et ceux-ci leur rendaient l'appareil. Fin de citation. Donc là, c'est le début du cycle sans fin, de la guerre de vengeance permanente où le captif se fait manger, puis venger, et les tueurs d'hier deviennent les mangés de demain, créant une nouvelle raison de se venger, etc. On s'en sort, c'est sans Ouais, c'est fin. le serpent qui se mord la queue, quoi. Exactement ça. On a d'autres légendes, notamment une qui parle du héros civilisateur et prophète appelé Soumé, qui faillit se faire manger un jour par une tribu, et décida donc de se venger, et du coup, c'est encore une autre origine à ce cycle. Il est intéressant de noter que ce n'est pas seulement des humains qui étaient tués rituellement. Le jaguar était aussi parmi les victimes d'exécution, et en capturer un donnait une cérémonie à peu près semblable à ce qui arrivait aux humains. Les autres peuples Tupi-Guarani avaient également des pratiques anthropophages, donc des prisonniers tués au combat, humiliés puis bien traités, nourris, etc., qui recevaient aussi une épouse, un foyer, puis étaient exécutés lors d'une grande cérémonie. Donc c'est quelque chose qui est très commun à cette époque sur la côte brésilienne. On va revenir un petit peu sur le sort du prisonnier. En fait, une fois capturé et amené au village, il est intégré à la tribu grâce à 2 choses. D'une part, il hérite de tous les biens qui avaient appartenu à un membre de la tribu qui a été décédé, c'est-à-dire un hamac, des ornements de plumes, un arc, des flèches, des armes, etc. Et d'autre part, il reçoit une épouse. Alors je précise juste que c'est pas le cas pour les femmes. Si jamais on capture des femmes, elles n'ont pas le droit à un époux. Pas très, c'est un peu dommage. Si possible, le maître du prisonnier lui offrait une femme de sa parenté, donc c'est-à-dire une sœur, une fille, etc., ou d'une famille amie. Et d'ailleurs, c'était reçu comme une demande prestigieuse de se faire demander sa fille pour qu'elle soit mariée à un prisonnier. Donc avec une épouse proche du maître du prisonnier, cela en fait permettait d'en faciliter la garde. En fait, être l'épouse et la gardienne d'un futur sacrifié, c'était un grand honneur pour les femmes de la tribu. Et d'ailleurs aussi, il existe un terme chez Tupinamba, qui est le terme Tovaja, qui désigne ce rôle spécifique de l'espèce de beau-frère/ennemi adopté par la tribu et destiné à être exécuté et mangé avec ses enfants, etc. Voilà, on a vraiment un terme spécifique dans ces cultures-là. Donc comme on l'a vu, la place des femmes dans la tribu, elle est assez particulière. On va juste faire un petit focus dessus. Donc elles jouent un rôle de premier plan dans les rituels, et en fait elles sont assez libres dans la vie courante, bien qu'elles ne puissent prétendre à des activités réservées aux hommes comme la chasse ou la guerre. De plus, comme on l'a vu précédemment, il est courant de donner une fille de sa famille à un prisonnier, mais aussi à un étranger ou à un allié. Et quelquefois d'ailleurs, ça va être les veuves des guerriers qui deviennent les épouses de prisonniers. Lorsqu'elle est célibataire, la femme Tupinamba, en fait, elle a la liberté de fréquenter et d'avoir des relations sexuelles avec qui elle le souhaite, mis à part bien sûr les hommes mariés. Par contre, une fois qu'elle est mariée, elle va dépendre totalement de son époux. Les rôles des cérémonies y sont genrés et l'âge est important. Les vieilles femmes, par exemple, elles n'ont pas le même rôle que les plus jeunes. Et lorsqu'un prisonnier est accueilli au village, en fait, il est accueilli par toutes les femmes de la tribu qui se moquent de lui et le considèrent comme leur nourriture qui est en train d'arriver. Et en fait, ce rôle, les vieilles femmes, elles vont le conserver à différents moments de la préparation de l'exécution.
Donc voilà, pour finir, j'aimerais qu'on aborde la relation quand même entre les Français et les Tupinambas, tel que Montaigne en a été témoin. En fait, comme lui, on va sortir des clichés grossiers et vous verrez que, comme souvent, quand on se penche sur l'histoire ou l'archéologie, on se retrouve face à des situations qui sont proprement fascinantes et dont la fiction n'a rien à envier. Dans les années 1550, c'est le port de Rouen, en France donc, qui constitue la place commerciale principale faisant le lien entre la métropole et la France antarctique, donc c'est-à-dire les comptoirs français du Brésil. Rouen devient ainsi la deuxième ville en termes d'importance après Paris. De nombreux navigateurs et marins normands sont habitués à fréquenter la côte brésilienne depuis le début du XVIe siècle, donc presque depuis en fait la découverte du Brésil. La raison, c'est que le bien principal rapporté de là-bas, c'est le bois Brésil, un bois d'excellente qualité qui va peu à peu donner son nom à la région. Mais on rapporte aussi des teintures, des perroquets, des singes, etc. Toujours un peu faire plaisir à la noblesse. C'est tout ce commerce en fait qui a provoqué de très vives tensions avec le Portugal, d'où l'important réseau d'alliances avec les tribus Tupinamba. Un événement officiel va marquer cela. Il s'agit de l'entrée royale de Henri II à Rouen. Il me semble que c'est en 1550, mais j'ai oublié de mettre la date précise. Donc ce genre d'entrée dans une ville, c'est assez courant. C'est organisé en fait par toutes les villes du royaume de manière un peu régulière pour qu'elles puissent démontrer leur prestige, leur spécificité locale, leur richesse, dans une atmosphère festive avec des spectacles, des banquets, dont les invités d'honneur sont le souverain, sa famille, sa cour et des ambassadeurs venus de l'étranger parfois pour l'occasion. La particularité de l'entrée de Rouen est qu'elle met spécifiquement à l'honneur l'alliance avec les Tupinambas, dont la vie est représentée par des scènes jouées devant le roi, où en fait il y a toute une jungle, des villages et des activités courantes des autochtones du Brésil qui sont représentés. Ça a l'air assez ouf comme ça, il y a même des gravures qui représentent cet événement. Des combats sont simulés entre tribus, et même contre les Portugais, notamment dans une nomachie, donc c'est-à-dire une simulation de combat naval sur l'eau, aux grandes dames de l'ambassadeur du Portugal qui était présent ce jour-là. Donc, 300 acteurs font vivre ce spectacle, et parmi eux, en fait, on a 50 Tupinambas qui sont venus du Brésil. Les 250 autres sont des marins normands qui sont tellement habitués à fréquenter les tribus qu'ils connaissent très bien leur langue et leur quotidien. De prime abord, ça peut sembler un petit peu étrange d'avoir comme ça 50 Tupinambas venus du Brésil pour juste un spectacle, mais vous verrez qu'en réalité, ça correspond à une certaine logique qui, moi je connaissais pas tout, j'ai quand même appris pas mal de choses et je voulais vraiment vous faire part de tout ça. Donc pour bien comprendre cette relation, on va revenir brièvement sur l'histoire de Hans Staden. On l'aime bien, notre petit grand prisonnier, à peu près à la même époque d'ailleurs. C'est un peu le fil conducteur de cette chronique. Ouais, c'est ça. Donc, Staden, il travaillait pour les Portugais, comme je vous avais dit, mais en fait, il a d'abord essayé de se faire passer pour un Français auprès des Tupinambas. Quand en fait, les tribus Tupinambas, elles respectent leurs alliances. Et en fait, ça aurait évité à Staden de finir dans l'estomac de ses hôtes s'il avait réussi à les convaincre. Le problème, c'est qu'au cours de sa captivité, en fait, Staden, il a croisé des Français. Il y a des Français qui sont venus dans son village et qui ont confirmé aux chefs et aux membres de la tribu, non, que c'était pas un Français, que c'était bien un ennemi, qu'il aurait pu s'en sortir. Mais à cause des Français, il a pas pu. Donc les Français, ils fréquentaient très régulièrement les villages Tupinambas, sans véritablement, dans un premier temps, chercher à implanter une colonie durable sur ces terres. Politiquement, Français et Tupinambas, ils étaient du même côté face à leurs ennemis communs, donc les Portugais et les tribus ennemies. Et là, je pense qu'il est intéressant de se pencher sur comment on établit une alliance, une relation entre deux mondes si différents, entre une France de la Renaissance d'un côté et une tribu anthropophage brésilienne de l'autre. En fait, la France, elle a une stratégie bien à elle, qu'elle va mettre en œuvre jusqu'au milieu du XVIIe siècle, concernant la plupart de ses alliés américains, et qui est bien éloignée des conquêtes ibériques, par exemple du début du XVIe siècle, ou de la colonisation des périodes suivantes, dont la France jouera un rôle important aussi. Donc on a d'une part l'habitude de ramener des autochtones, qui est certes une pratique courante dans toute l'Europe, mais dans un but d'exhibition, de curiosité malsaine, voire de pratiques esclavagistes. Mais en Normandie, avec les Tupinambas, on va faire les choses un peu différemment. En fait, quand les Tupinambas arrivent, ils arrivent libres. Certains sont des ambassadeurs, des représentants de factions ou de villages alliés. D'autres arrivent pour apprendre le français, et ils vont suivre aussi des cours de latin ou de rhétorique. Mais en fait, il y en a pas mal aussi qui viennent juste par simple curiosité. Ils ont juste envie de découvrir l'Europe, de voir où habitent leurs alliés. En fait, des sortes de touristes avant l'heure, quoi. C'est dans ce contexte que Montaigne il a pu s'entretenir et échanger avec eux sans avoir eu à se rendre au Brésil.
à Rouen et dans les villes de Normandie, en fait, c'était même plus exotique ni rare de voir des Tupinambas qui étaient perçus comme des partenaires commerciaux et non comme des sauvages. La qualité des relations, elle était telle que de nombreux échanges en fait ont pu avoir lieu d'un côté comme de l'autre de l'Atlantique. Les marins pouvaient passer des mois dans les villages Tupinambas, le temps de charger les cargaisons de bois dans leurs navires, et beaucoup en fait faisaient au moins une traversée tous les ans. On peut aussi évoquer des échanges ayant attrait au médical. Les pagés des tribus étaient bien plus à même que les Français de traiter certaines maladies locales, et leurs connaissances en soins des blessures et en survie, qui, je rappelle, ont quand même pu être bien développées par les guerres constantes qui animent ces tribus, elles étaient reconnues et louées par les médecins occidentaux. Les Français vivaient donc dans ces villages, ils s'habillaient comme leurs alliés, ils participaient aux activités de chasse, de pêche, ils fabriquaient des pirogues en apportant leur savoir-faire en construction navale, ils aidaient à construire et à réparer les maisons et les palissades, ils prenaient part aux rituels, ils partageaient des récits autour de repas, et bien sûr autour de repas anthropophages. Dans les villages de la côte, peuplés par des alliés des Français, il y avait toujours, en plus des marins de passage et d'autres visiteurs, quelques Français, on va dire, résidents permanents. À l'époque, la langue tupi, elle est très importante au Brésil parce que c'est la langue, un peu la langue générale pour le troc dans toute la région, chez toutes les tribus brésiliennes. Donc dans la plupart des grands villages, on trouvait ainsi toujours un ou deux interprètes, ce qui nous permet d'aborder l'autre grand point important de comment la France menait sa stratégie d'alliance outre-Atlantique. En fait, des hommes étaient envoyés très jeunes en Amérique dans le but d'être adoptés par les tribus. Ils y devenaient adultes, du coup ils tuaient leurs premiers ennemis, ils se mariaient, devenaient quelquefois des guerriers, des grands guerriers respectés. Ils mouraient parfois à la guerre aux côtés de leurs frères, de leurs alliés Tupinamba. Et dans ces groupes qui devenaient les leurs, ils avaient des enfants, parfois nombreux, qui, selon les sources portugaises, étaient même considérés comme parmi, je cite, les Indiens les plus barbares. Parfaitement intégrés, membres à vie de la tribu, ils assuraient donc la communication, devenaient eux-mêmes le moyen de connexion pour les futurs échanges et un gage pour l'alliance. Ils sont appelés truchements, et en fait c'est une véritable institution qui va perdurer partout en Amérique, là où les Français ont des comptoirs. On assiste par exemple à la même chose au Canada au XVIIe siècle. L'ouverture de la pensée de la Renaissance a donc permis de fournir des témoignages exceptionnels sur le mode de vie et les rituels des Tupinambas. L'anthropophagie n'était pas jugée par ces voyageurs, au contraire, ils cherchent comme Montaigne à comprendre ces tribus dans leur ensemble dans le but d'établir des alliances durables et de profiter des voies commerciales. Et du coup, en ces temps où l'étranger est souvent mal perçu, victime des pires clichés, il me semblait nécessaire de rappeler ce lien et ces relations qui, si elles ont fini par servir des politiques colonialistes, il faut le reconnaître, ont pendant un temps, pendant quelques dizaines d'années du moins, été une source de réciprocité, d'acceptation de l'autre et d'entente. Et je pense que cet exemple de respect est essentiel à évoquer de nos jours, surtout pour des peuples si différents, si diamétralement opposés dans leur culture. Il serait bon de rappeler à beaucoup de nos contemporains que des hommes et des femmes du XVIe siècle ont pu être plus ouverts d'esprit et plus tolérants que certaines personnes vivant de nos jours. Voilà, c'est ici que se termine notre voyage. J'espère que vous en avez bien profité. Eh bah ouais, merci beaucoup Nico, c'était Merci Nico. extrêmement bien documenté, extrêmement bien narré, franchement. Ah oui. Ouais, c'était Ouais, ouf. top. Moi Trop bien. en fait j'avais plein de questions. Hein. Si vous Moi avez des questions, j'en ai deux qui me viennent en tête. La première c'est, je rejoins Jules sur le fait de putain il se bouffe tellement de viande humaine Ouais. mais il devait être malade quoi en fait. Bah ouais, grave. Genre c'est dommage Ouais. qu'à l'époque il n'y ait pas de biologistes ou des gens comme ça pour bosser sur ce truc-là avant que leur culture ait disparu, mais ça aurait dû être Ouais. hyper intéressant de voir si ça avait pas fait des dégâts C'est clair, parce que là, sur ça le aurait été mental quoi au vraiment final. une source intéressante. Mais ce qui est chiant en plus, c'est que à partir du moment où tu as l'échange bactérien des Européens qui arrivent, il y a beaucoup de locaux qui tombent malades aussi. Il Ouais, faut c'est faire ça, la part des choses. Surtout avec le temps, là, je pense que ça peut être un sujet de recherche intéressant, mais c'est clair. il faut C'est voir. clair. Et l'autre question que j'avais, c'était plus une remarque qu'une question, je me demande bien ce qui a pu arriver à ces gens-là quand ils se sont retrouvés dans cette jungle brésilienne pour développer une culture autant tournée autour de la violence, quoi. Ouais. Il a dû se passer des choses terribles pour en arriver à ce point-là, parce qu'au final, t'as l'impression qu'ils passent leur temps à se faire du mal, quoi, mutuellement, et
Bah, en fait, c'est ça, t'as 2, Bah, grave, ouais. C'est de la tu 2 haine raisons. constante, quoi. Ouais, Ouais, c'est c'est ça, ça, c'est ils ne clair. vivent que C'est de de la haine, quoi. haine et de la vengeance. C'est vraiment une civilisation, enfin, ouais, une culture basée sur la haine et la Haine, vengeance. c'est ça, ouais. Ça en fait, ça peut s'expliquer d'un certain côté par le côté que, ben, ils ont besoin, de déplacer leur village des fois et vu qu'il Ouais, y a beaucoup de monde qui habite sur cette côte à cette époque, bah, ils fatalement, ils vont rentrer en conflit avec d'autres personnes ouais. pour pouvoir, se déplacer. C'est des groupes qui sont assez importants quand même, plusieurs centaines d'individus, Ouais, c'est ce que tu disais au voire des début, ouais. milliers des fois pendant enfin, si tu rassembles les alliés et cetera. Donc tu ça d'une part et après tu as la religion en fait qui est totalement basée, sur ça. C'est ouf. Sur le déplacement de population, sur, bah, voilà, se venger de tes ennemis. Donc c'est dingue, C'est ouais, c'est c'est assez dingue. c'est vraiment un très, très bon exemple d'un milieu naturel, qui va créer une culture en lien avec ce milieu-là, quoi. Parce que, Mmh, très clairement, je pense que le côté hostile de la jungle, plus le fait qu'ils soient très nombreux partout, a dû forcément les influencer à un moment donné ou à un autre pour en finir par être c'est comme ça, clair. quoi. C'est clair, C'est oui, parce qu'au incroyable. final, enfin, ça se tenait comme culture. Ouais, Il y bah avait oui, un ça se tenait, c'est équilibre. ça qui est C'est le pire, c'est que c'est c'est organisé, quoi, en fait. C'est ouais. vraiment, c'est assez organisé, quoi. C'est ouf, franchement, c'est incroyable. J'en avais jamais entendu parler, c'est dingue. Ça Mmh. et le côté, les Français quoi, qui moi je veux dire si jamais il y a des auditeurs qui ont des ancêtres normands qui ont vécu au XVIe siècle, c'est-à-dire que il y a des Potentiellement, chances que vous ayez, des descendants, qui soient nés au Brésil et il y a des chances qu'il y ait des gens qui aient mangé de la chair humaine dans votre famille. oh la Désolé, vache. Yes. mais c'est assez fascinant, ouais, comme truc et surtout le C'est le hyper côté fascinant, ouais. des truchements où tu te dis, bah, genre tu un ado quoi, vivre dans une tribu pour le restant de ses jours. Ça va être dingue quand même. Toutes ces petites histoires, tout le fait de se battre aux côtés de sa tribu et cetera. Bah, c'est des milliers de petites histoires comme tu disais, Jules, dans ta chronique qui sont perdues par le temps. C'est beau et un peu triste quand même parce qu'on parle de gens qui se font manger les uns les autres. Ah bah là, c'est... Et selon nos standards. Non, franchement, si vous avez le temps, essayez de lire, Des cannibales de Montaigne, parce que Ouais, bah, au moins, ouais, vous avez vraiment le côté humaniste de la Mmh. chose ouais et et tu vois, je c'est savais pas vraiment du tout que Montaigne avait bossé sur ce sujet-là, quoi. Je trouve ça pareil, très bonne anecdote mmh, à mmh, ressortir à un repas de Noël. Par exemple. ouais, Mais du pendant le coup, là, repas. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.